Salut Rémi, Salut! merci d'avoir accepté mon invitation. Rémi, tu es politiste et tu viens de publier, enfin plutôt de co-coordonner avec Didier Demazière un ouvrage aux éditions PUF, la vie des idées. Ça s'appelle Des élus déclassés. Vous êtes une petite dizaine de chercheurs et de chercheuses à avoir participé à cet ouvrage. Vous vous interrogez sur bah, c'est vrai, c'est quelque chose qui en ce moment nous interroge beaucoup. Ces élus, alors de tout type, hein, à la fois, il y a un chapitre qui est dédié aux, aux députés, donc c'est ce qu'on appelle plutôt les grands élus, etc. Puis il y en a d'autres, vous consacrez aussi des chapitres aux maires et à tous les maires qui existent, c'est-à-dire les maires des grandes villes, mais tu as aussi bien sûr les maires des petites villes. On va y revenir, mais d'abord, j'ai une question toute simple. En tant que chercheur, qu'est-ce que tu dirais que sont aujourd'hui les ressorts qui font que une personne a envie de faire de la politique, c'est-à-dire de se faire, enfin de la politique au sens de se faire élire. Tu dis au départ du livre, tu dis oui, effectivement, il y a beaucoup de maires dans l'introduction, il y a beaucoup de maires qui démissionnent, etc. Mais la carrière d'élu, enfin le fait de vouloir se faire élire, en tout cas, ça, bah, ça attire toujours beaucoup de gens. Alors, c'est compliqué parce que y a l'envie de faire de la politique. D'abord, faire de la politique, c'est pas simplement faire de la politique son métier. Hein. Donc ça, en sciences politiques, c'est ce qu'on appelle depuis Max Weber, depuis très longtemps, les professionnels de la politique. Et les professionnels de la politique, selon la définition de Max Weber, c'est des gens qui vivent de et pour la politique. Donc, de la politique, c'est-à-dire qu'ils en font leur activité principale et leur principale source de revenus. Et il faut qu'ils fassent ça parce que on ne peut pas faire de la politique et faire autre chose à côté. Hein. On ne peut pas difficilement être député et avoir un métier. D'ailleurs, c'est impossible globalement. Donc, il faut pouvoir en vivre. Je rappelle quand même que c'est le mouvement ouvrier qui a réclamé les indemnités d'élus, hein, parce que c'était la droite et les notables qui ne voulaient pas que les fonctions politiques soient indemnisées, ce qui de fait leur assurait le monopole sur les fonctions politiques. Hein. Donc, faut se rappeler que les indemnités d'élus, c'est un principe de gauche, hein, parce que ça permet à des gens qui n'ont pas de fortune personnelle de se consacrer à la politique. Bon. Et puis les professionnels de la politique, c'est aussi des gens qui ont la vocation, qui vivent pour la politique. Et la vocation pour la politique, bah, comment dire, elle vient progressivement en général. On est militant de parti, on est conseiller municipal, et puis progressivement, euh, on acquiert des dispositions, des envies, des appétences pour en faire faire de la politique son métier. Alors, il faut quand même préciser qu'il y a quand même aujourd'hui de plus en plus de jeunes qui veulent faire de la politique une carrière. Hein, on le voit très très bien. Une des transformations du métier politique, c'est qu'il y a de plus en plus d'hommes politiques ou de femmes politiques qui n'ont jamais fait que de la politique. Hein. Par exemple, à l'Assemblée nationale, il y a à peu près 15% d'anciens assistants parlementaires. Donc, c'est des gens qui ont toujours voulu faire de la politique parce qu'ils aiment la politique, parce qu'ils ont fait des études de sciences politiques. Et donc, il y a des parcours comme ça, un peu de plus en plus balisés. Mais pour répondre à ta question, la difficulté, c'est que quand on parle de gens qui font de la politique, il y a 500 000 élus locaux en France. Il y a 500 000 élus. Il y a à peu près 20 à 30 000 professionnels de la politique. Donc, dans la catégorie élus, il y a des gens très, très différents. Il y a des gens qui en font leur métier, qui font carrière, et très clairement, qui, parce qu'ils ont des idées à défendre, parce qu'ils ont des intérêts à défendre, veulent gravir les échelons de la carrière politique. Et puis, il y a des gens qui sont des amateurs, la plupart, 95% des élus, ils font ça par désintérêt, enfin, ils sont désintéressés, ils font ça comme un engagement en dehors d'autre chose dans leur vie. Mais donc, ils ont quand même des choses à revendiquer. Je sors effectivement les élus professionnels, comme tu dis, ou comme Max Weber dit. Si on s'intéresse aux autres, ceux-là, je ne sais pas moi, tu prends un tout petit village, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, tu vas aller te coller dans une liste ou même tu vas prendre la tête d'une liste pour devenir maire, alors qu'on sait derrière toutes les difficultés que c'est que d'exercer cette charge. Bah, en général, c'est ce qu'on appelle les éligibles. En sciences politiques, il y a les élus et avant, il y a les éligibles. Qu'est-ce qui fait qu'on devient élu? C'est qu'au départ, on est éligible. Alors d'abord parce que
on a un engagement associatif, on a un engagement dans des petits villages, ça peut être président de club de foot, ça peut être président d'association de parents d'élèves, ça peut être militant politique. Donc, c'est déjà des gens engagés et finalement, l'élection vient consacrer un parcours d'engagement. Après, tu as aussi des éligibles qui sont des notables. Hein, des notables, il ne faut pas l'oublier. En général, les maires, c'est beaucoup des agriculteurs, des médecins, des notaires à droite. Et puis à gauche, c'est plutôt des profils d'enseignants, de fonctionnaires, c'est-à-dire des gens qui ont gagné une notoriété avec leur activité professionnelle et qui d'où se servent de leur notoriété pour devenir élus, mais parce que aussi ils ont le goût, ils ont le goût de l'engagement, parce que concrètement, c'est vrai que euh, moi, je pense pas qu'on fasse de la politique, par exemple, pour. En fait, on peut faire de la politique, être élu parce qu'on aime le pouvoir, mais les rétributions, par exemple matérielles, euh, politiques, sont quand même pas énormes. Hein. Il y a des députés qui gagnent bien leur vie, ils gagnent plus de 5 000 € par mois, mais aujourd'hui, par exemple, un maire d'une commune de 20 000 habitants, il gagne un peu plus de 2 000 €. Il a un boulot énorme, beaucoup de contraintes. Ils font pas ça pour l'argent. Ils font ça parce que ou bien pour servir l'intérêt général, ou bien parce qu'effectivement, ils aiment le pouvoir. Et donc, c'est effectivement ça aussi, très clairement, hein, une des gratifications symboliques des élus, c'est aussi la visibilité, le pouvoir, le sentiment de faire des choses utiles, mais aussi de faire des choses qui sont narcissiquement importantes. Hein, il y a une dimension de narcissisme, évidemment, dans la politique aussi. Tout à l'heure, tu l'as mentionné, tu as dit il y a de plus en plus de gens qui ont choisi en fait de faire de la politique leur carrière. Tu as parlé de ces 15% de députés qui étaient des anciens attachés parlementaires. Est-ce que dans le temps, c'est pas nouveau en fait qu'on ait des députés, c'est pas nouveau qu'on ait des élus locaux. Il y a eu un changement dans le temps. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus de gens qui font des carrières en politique en commençant assistant parlementaire que par exemple il y a 50 ans? Ah, alors, attention, hein, l'idée de carrière politique, elle n'est pas nouvelle. Hein, ça fait pas, mais par contre, ce qui est nouveau, c'est effectivement des profils de gens qui n'ont fait que de la politique. Ça, Ouais. effectivement, alors, ça existe depuis longtemps. Ça a été très fort, par exemple, au PS ou à LR. Hein, et on retrouve ça aussi à la France Insoumise ou à LREM. Bah, en fait, c'est lié à ce qu'on appelle la professionnalisation politique, l'hyper-professionnalisation politique. C'est-à-dire que la politique, aujourd'hui, pour avoir des chances d'être élu, il faut bien connaître les codes de la politique. Il faut gagner des élections, il faut savoir faire des campagnes, il faut gérer, manager des militants, il faut comprendre les stratégies, il faut savoir là où il faut être élu, il faut comprendre comment on peut être bien placé sur une liste, comment qui connaître les bonnes personnes. En général, les assistants d'élus ont plus de chances d'être élus parce qu'ils sont adoubés par un élu pour lequel ils travaillent et qui va les placer. Et donc, il y a une tendance, effectivement, et ça, c'est très inquiétant sur le point de vue démocratique. De plus en plus, la politique fonctionne en vase clos. Elle fonctionne de manière. Euh, c'est une endocratie, c'est quelque chose d'endogène. Il faut accumuler des ressources politiques pour pouvoir être élu. Et donc, finalement, le capital social qu'on a à l'extérieur de la politique est de moins en moins convertible en ressources politiques elles-mêmes. Donc ça, c'est... Et puis, c'est aussi parce qu'il y a de plus en plus de formation. Ça, moi, je suis prof de sciences politiques. On forme de plus en plus. Il y a des filières aujourd'hui d'assistants d'élus. Et donc, du coup, on va former les futurs élus. Je précise aussi que le nombre d'assistants d'élus a augmenté parce qu'il y a des assistants parlementaires, mais il y a aussi les membres de cabinet dans les collectivités locales, dans les intercos, les départements, les régions. Donc, il y a depuis un certain nombre d'années, il y a de plus en plus aussi de stock d'assistants d'élus à progresser. Et voilà, donc c'est pour ça, c'est ce qui explique ce type de filière. Est-ce que c'est ça qui justifie, par exemple, le fait, enfin justement, le fait qu'il faille comprendre les mécaniques de la politique qui justifie le fait que euh, dans la masse des députés macronistes entre 2017 et 2022, il n'y en a que 30 qui se soient ensuite représentés, sachant que dans tous ceux qui avaient été élus en 2017, il y avait beaucoup de débutants en fait de la politique, de gens qui n'avaient jamais exercé de mandat.
Alors là, je suis pas, tu m'as pas forcément bien lu, Pablo. Globalement, ce qu'on montre dans le chapitre, c'est justement assez intéressant. C'est Hein. quand même qu'il y a une C'est majorité pas de... toi, c'est Juliette Bresson, si je puis me Ouais, permettre. ouais, c'est ça. Très bien. Mais Juliette, ce qu'elle montre très bien dans son chapitre, c'est qu'en fait, il y a une grande majorité des députés macronistes qui se sont quand même représentés. Hum, Hein. C'est-à-dire qu'il y en a, je ne sais pas si tu te souviens, on avait pris cette anecdote, il y avait une anecdote qui avait beaucoup choqué en 2017 ou 2018. Il y avait en fait une députée, alors on ne sait pas qui c'est, mais elle avait dit au journal L'Opinion que depuis qu'elle était députée, elle mangeait des pâtes. Parce qu'en hum, fait, elle avait réduit considérablement son niveau de vie. Elle était passée d'un salaire, à un revenu de 10 000 euros à un revenu de 5 000 euros. Et donc, du coup, effectivement, il y a un certain nombre c'est assez frappant. Comme les députés macronistes se sont recrutés dans les catégories supérieures, il y a un certain nombre de députés qui ont été déclassés. C'est-à-dire qu'en hum, fait, qui ont eu une chute de niveau de vie. Donc, on avait beaucoup parlé de ça et on pouvait s'attendre à ce que une partie des députés macronistes ne se représentent pas. hum, Notamment aussi parce que concrètement, il y en a beaucoup qui avaient trouvé que le job n'était pas très intéressant, que c'était des députés Playmobil, qu'en gros, ils avaient été maltraités avec les Gilets jaunes, ils supportaient l'impopularité de Macron. Et finalement, il y en a comme une grande majorité qui se sont représentés. Donc du coup, quand même concrètement, ça veut dire que globalement, il y a des coups très forts au fait d'être élu. Ça, c'est clair, hein, et que, en fait, beaucoup de novices, députés novices de la République En Marche ont été hyper déçus par la politique. Ils se sont dit, hum, mais c'est ça être député. On n'a pas beaucoup de pouvoir, on se fait engueuler sur les marchés, on a un rythme de vie délirant, parce qu'il faut quand même être clair aussi, par exemple, les hommes politiques consacrent de plus en plus de temps à la politique. Hein. Les députés, aujourd'hui, hein, c'est Étienne Ollion qui l'a montré notamment, ils siègent beaucoup plus à Paris qu'avant. Avant, ils siégeaient 2 jours en moyenne. Aujourd'hui, ils siègent 3 jours, 3 jours et demi. Ils ont en général des rythmes de vie assez délirants. D'ailleurs, très très souvent, il y a énormément de députés macronistes qui ont divorcé. Donc les coûts biographiques, et en fait, c'est ça qu'on interroge dans cet ouvrage, c'est que on interroge l'idée d'un déclassement parce qu'effectivement, aujourd'hui, les hommes politiques ont perdu tout un ensemble d'avantages. Ils sont beaucoup plus contrôlés qu'avant. Il n'y a plus le cumul des mandats. Ils doivent déclarer leur patrimoine. Globalement, les députés, de manière relative, gagnent moins, ont perdu en niveau de vie par rapport un petit peu, pas beaucoup, et ils gardent un très fort niveau de vie. Mais du coup, il y a un certain nombre de députés qui trouvent que le job ne vaut plus la chandelle. Et donc, on voit des gens qui arrêtent hum. plus qu'avant. Alors, notamment aussi parce que les coûts biographiques de l'activité politique se sont accrus. Et en même temps, et c'est pour ça qu'on a mis un point d'interrogation à élus déclassés, en même temps, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'activité politique reste très convoitée. Et il y a par exemple, dans les jeunes députés macronistes, il y a des gens qui ont diminué leur salaire par 20 ou 30, divisé par 30. Donc ça veut dire qu'en gros, il y a encore des gens qui ont envie de faire de la politique, et même si c'est de plus en plus, objectivement, même si c'est sans doute de plus en plus difficile. Tu as parlé de ces élus qui arrêtent de faire de la Ouais, politique pour d'autres raisons que leur mort, comme ouais, c'était ouais. un peu plus le cas auparavant. Qu'est-ce qu'ils font après ces élus? Alors, donc effectivement, le nombre de retraits en fait de la politique s'accroît. Et en fait, ce qu'on voit aussi, alors ça, on n'a pas, il y a de plus en plus de retraits volontaires en fait. C'est-à-dire ça n'existait pas avant. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, quand on faisait de la politique, on en faisait toute sa vie en fait. En Hmm. gros, et alors, notamment parce qu'il y avait aussi des moyens comme le cumul des mandats de faire qu'on pouvait toujours retomber sur ses pieds et toujours vivre de la politique. Bon, aujourd'hui, il y a des gens qui arrêtent, qui décident d'arrêter. Alors, ils sont une minorité, mais parce que en gros, ils veulent pas faire, ils veulent pas tout sacrifier à la politique, parce que ils veulent s'occuper de leurs enfants, ils veulent faire autre chose. Ils sont moins addicts à la politique. Alors, et aussi parce qu'ils pensent qu'ils peuvent valoriser leur savoir-faire politique ailleurs que dans la politique. Alors, il y en a qui, évidemment, s'ils sont fonctionnaires, ils redeviennent fonctionnaires et ils ont beaucoup d'avantages. Hein. Il faut bien comprendre aussi qu'il y a une très grande inégalité
devant le risque qu'on prend en faire de la politique. Si vous êtes haut fonctionnaire, vous vous mettez en disponibilité, vous pouvez redevenir haut fonctionnaire. Si vous êtes cadre dans le privé, là, c'est beaucoup plus difficile. Et ce qu'on montre aussi dans l'ouvrage, c'est qu'il y a des reconversions qui sont de plus en plus difficiles. Il y a des reconversions qui sont faciles. Par exemple, Bernard Cazeneuve, il est plus Premier ministre, mais il a des tels réseaux qu'il devient avocat d'affaires et il gagne très très bien sa vie. Il y a des gens qui ont des réseaux et donc qui peuvent valoriser leur réseau politique en dehors de la politique, mais il y en a d'autres qui ont de plus en plus de mal, notamment aussi parce que la politique est très mal vue. Elle est très mal vue. Il y a Juliette Bresson donc, qui évoque, par exemple, une députée macroniste qui a retiré de son CV le fait d'avoir été députée. Parce qu'en Mm. fait, ça l'empêchait d'être. Parce que ça, il y a des entrepreneurs qui trouvent que c'est un stigmate en fait d'être élu. Donc ça, c'est assez nouveau quand même. Tu as mentionné à plusieurs reprises le cumul des mandats auquel Guillaume Marel consacre un chapitre. Euh, en ce moment, il y a une petite musique qui reprend un peu de la vigueur, qui est la suivante. Je te la soumets. C'est pas cet angle-là qu'aborde Guillaume Marel, mais je te soumets quand même Mmh. ce que j'entends. C'est de dire aujourd'hui l'absence de cumul des mandats. Alors, pas forcément dans le temps, c'est-à-dire le nombre de mandats consécutifs, mais plutôt dans le même temps, c'est-à-dire pouvoir être en gros député-maire, fragilise, enfin plutôt, met tous les pouvoirs dans l'exécutif, et c'est ça qui fragilise les contre-pouvoirs que pourraient être à la fois l'Assemblée nationale et les maires, c'est-à-dire le local. Et Mmh. aujourd'hui, c'est pour ça que tout est concentré, en gros, tout se passe à l'Élysée et dans quelques ministères. Est-ce que ça, tu l'entends? Est-ce que tu comprends ce type d'argument? En gros, que d'avoir des députés maires, ça permettrait en fait aux députés d'avoir plus de force et donc du coup de s'opposer plus directement aux volontés de l'exécutif. Ouais, bon, les partisans du cumul des mandats, ils trouvent toujours des arguments pour justifier le retour en arrière, quoi. Mm. C'est-à-dire que, alors, le plus souvent, l'argument, c'est de dire, qui est totalement fallacieux, qui est de dire, on a besoin, les députés ont besoin d'un mandat local pour être proche du terrain, alors que de fait, comme ils sont élus dans des circonscriptions, ils peuvent tout à fait faire du terrain, être en prise avec le réel. Donc cet argument-là, il est mis en avant. Effectivement, alors. Il y a l'autre argument qui est de dire oui, les députés aujourd'hui ont moins de poids par rapport au pouvoir central parce qu'ils ne sont pas élus locaux. Bon, je ne sais pas, c'est pas totalement faux, mais en fait, je pense que de toute façon, on ne peut pas revenir en arrière parce que, en gros, de toute façon, aujourd'hui, un mandat de parlementaire n'est pas compatible en fait avec un mandat de maire, c'est pas possible. On ne peut pas faire sérieusement député et maire. Et donc, du coup, je ne pense pas que ça soit raisonnable de dire qu'on puisse revenir en arrière. Et puis, par ailleurs, bah, je pense que ce raisonnement-là des contre-pouvoirs, c'est un raisonnement de vieux notable. Et je pense qu'aujourd'hui, les choses ont changé concrètement. Euh, c'est pas parce qu'un député il va être maire de grande ville il va être capable de quoi? Peut-être d'obtenir plus de financement pour sa ville, mais est-ce il va être vraiment organisé en contre-pouvoir contre le pouvoir central? Je vois pas trop l'argument. Bon, Bah, voilà. quand même, il y a un argument, c'est qu'aujourd'hui, un député, quand il est élu, je ne sais pas quoi, de n'importe où, en gros, il ne représente que lui-même. Et c'est un peu ça, puisqu'il a été élu uniquement en gros, s'il est Ouais, République En Marche, il est élu avec la tête de Macron. S'il est d'accord. insoumis, il est élu avec la tête Mais de alors ça, c'est Mélenchon, et puis autre on n'en chose. parle plus. Bah oui, Je, mais bah non, parce que s'il est député maire, ça veut dire qu'il a une carrière, ça veut dire qu'en gros, il connaît tout le monde, il connaît ses administrés, il connaît les machins, et derrière d'accord. lui, il y a un conseil municipal, une majorité au conseil municipal. Et si c'est une grande ville, Mais ça pèse. tu crois vraiment que ça va amener une connaissance du terrain qui va changer les choses? Alors, ce que tu pointes, effectivement, Moi, tu as c'est tout pas à fait connaissance raison. du terrain, c'est Moi, poids moi, politique. ouais, alors après, je suis d'accord avec toi, mais ça, effectivement, hein, aujourd'hui, les députés ont beaucoup moins de surface personnelle qu'avant, et c'est très, très largement lié à la transformation des partis politiques. Mm. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, un député et les filles,
il est surtout élu parce que il a Mélenchon sur son affiche ou la NUPES sur son affiche. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de parachutage à la France Insoumise. Macron, pareil, et Marine Le Pen, c'est pareil. D'accord. Mais ça, justement, le problème, c'est aussi ces nouveaux partis politiques qui sont beaucoup trop centralisés et personnalisés, où finalement, il n'y a pas assez de démocratie interne et où, en fait, les élus finalement, ont moins de surface personnelle. Est-ce que, donc tu vois, ce que toi tu imputes au cumul, moi je l'impute plutôt au fonctionnement des partis. Et après, rien n'empêche un élu, tu sais, rien n'empêche un député concrètement de travailler le terrain, de faire de la concertation avec de faire des ateliers législatifs, et puis aussi concrètement d'essayer d'acquérir à l'Assemblée une surface suffisamment forte pour pouvoir aussi s'affirmer. Mais bon, c'est vrai que tu as raison, hein, de toute façon, ce que tu dis va dans le sens d'une plus grande vulnérabilité des élus. Nous ce qu'on voit très clairement, et ce qu'on montre dans notre ouvrage, c'est qu'en fait, il y a des élus qui aujourd'hui, parce qu'ils ne cumulent plus, parce qu'ils dépendent plus de leur parti politique, finalement, sont moins maîtres de leur destin et du coup sont plus vulnérables. Voilà, donc ça, c'est incontestable. Et donc, c'est ce qui explique, par exemple, que Louise Dalibert, parce que tout à l'heure, je ne l'ai pas cité, Mmh. Louise montre en fait qu'il y a de plus en plus de gens, de députés aussi qui veulent arrêter la politique parce que en fait, pour diverses raisons, mais parce que aussi la vie politique est plus dure ou bien parce qu'ils se projettent moins dans une vie politique à plus long terme. J'ai une dernière question, Rémi. C'est le dernier chapitre du livre que tu as écrit avec Didier de Mazières. Sur l'indemnisation des élus. Tu parles de la vulnérabilité des élus. Est-ce que la question de l'indemnité, tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais en gros, des maires de petites communes qui ont des faibles indemnités, est-ce que ça accroît leur vulnérabilité? Sous-entendu, est-ce qu'il faudrait les augmenter? Alors, moi, je pense que c'est un vrai problème. Et d'abord, d'ailleurs, tu sais que le problème, il se résout de la manière suivante. C'est que 40% des maires sont retraités. En fait, aujourd'hui, c'est impossible d'être maire jeune en début de carrière. Donc, en fait, de fait, le fait que les maires soient aussi mal indemnisés, ça renforce la logique de vieillissement des maires. Parce que les retraités s'en sortent. Ils ont leur retraite assurée, leur indemnité, elle vient en plus de leur retraite. Et donc, effectivement, c'est un énorme problème. C'est-à-dire qu'en fait, il faut, honnêtement, pour être, pour être maire salarié du privé, euh, faut être fou, en fait. Hmm. C'est vraiment très, très coûteux, c'est très compliqué. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de maires qui sont aussi salariés de collectivités locales, assistants d'élus, qui essaient de bricoler pour trouver des jobs qui soient conciliables avec la politique. Je pense que ça va être de plus en plus compliqué de trouver des gens qui veulent faire le job de maire en dehors de Vieux. Et donc, effectivement, moi, alors on ne le propose pas dans le bouquin, mais on a fait un livre blanc de l'Observatoire de l'éthique publique avec Didier Dumazière. On propose d'augmenter les indemnités d'élus, mais par contre de limiter le cumul dans le temps. Parce que les citoyens français, ils vont avoir du mal à accepter qu'on augmente les élus, parce qu'il y a une espèce de suspicion vis-à-vis de l'idée que les élus font ça pour l'argent. Et donc, moi, je pense qu'on peut essayer d'avoir une espèce de donnant-donnant démocratique. On renforce le statut des élus, on les indemnise mieux, mais par contre, on casse l'idée de la professionnalisation politique au sens de on fait la politique très longtemps et par exemple on limite les mandats de maire à 2 ou 3 mandats Hmm. pour avoir une espèce d'équilibre entre on indemnise bien ceux qui font de la politique mais on refuse que la politique ce soit une carrière à vie. Juste, en fait, j'ai une toute dernière question. Ce que tu proposes et ce que vous mettez collectivement en exergue dans le livre, c'est quand même que le système doit évoluer Oui, nécessairement ouais, pour que notre démocratie soit saine. C'est un serpent de mer qui est quand même assez vieux, hein. ouais, Toutes les questions qu'on s'est posées, le cumul, ouais. les indemnités, etc. Euh, Est-ce que tu penses, notamment par exemple via ton observatoire, est-ce que tu vois que ben, le législateur ou l'exécutif euh, écoute ce que vous avez à dire ou pas du tout. Vous terminez quand même, je me permets, c'est le dernier sous-chapitre, c'est un système figé.
Ouais. Donc, c'est Ouais. assez catégorique. C'est-à-dire que, en gros, tu dis, il n'y a pas beaucoup d'espoir pour que tout ça change. Ah, non, parce qu'en fait, le problème aussi, c'est que c'est des sujets très sensibles. Quand tu abordes la condition des élus, les indemnités, le statut d'élu, tu touches à un sujet où il y a un poujadisme qui est très très fort. D'ailleurs, le plus souvent, c'est d'ailleurs un peu. C'est pas bon. Quand les élus changent un peu leur situation, ils le font en catimini, ils le font l'été. C'est des sujets en fait qui sont explosifs. Et il faudrait tout remettre à plat, mais aussi les élus, en fait, il y a tellement d'intérêts contradictoires que c'est difficile. Par exemple, tu vois, il y a un truc qui est dingue. Par exemple, le conseiller régional, c'est des mandats qui sont hyper bien indemnisés. Les conseillers régionaux, ils passent beaucoup moins de temps que les maires. Donc, il faudrait mettre à plat tout ça. Mais si tu touches à ça, bah, tu te heurtes aux élus régionaux, aux conseillers régionaux. Et donc, tu vois, et donc, du coup, la tentation, en fait, de beaucoup de responsables politiques, c'est de mettre la poussière sous le tapis et pas de traiter ces questions-là. Comme effectivement, globalement, hein, il y a les enquêtes du CEVIPOF qui démontrent que 80% des Français jugent que les hommes politiques sont corrompus, obsédés par leurs intérêts, alors que le paradoxe, c'est qu'ils n'ont jamais été aussi contrôlés. Hein, alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de corruption, mais il n'y a jamais eu autant de contrôle. Aujourd'hui, les élus sont contrôlés sur leur patrimoine, ils ont leurs frais de représentation qui sont contrôlés, et pourtant la défiance progresse. Donc il faudrait réfléchir un peu plus et mettre un peu plus ces questions en jeu. Alors, évidemment, il y a un autre problème, et ça sera l'objet d'un prochain bouquin et d'un prochain entretien, c'est aussi que le système local est complètement invraisemblable en France. Ça ne marche pas du tout. On a trop de collectivités, on a des intercommunalités qui ne sont pas démocratiques, on a un système institutionnel au niveau national et au niveau local qui dysfonctionne de manière majeure, et on ne peut pas traiter la question des élus indépendamment de ce système institutionnel qui est totalement dysfonctionnel. Et dans le genre serpent de mer, c'est un autre serpent de Tout mer, à la fait. question du Voilà, ça fait millefeuille. 30 ans qu'on en parle. Voilà. Exactement. Et ça n'avance pas. Merci beaucoup, Rémi. Merci à toi.